Et comme vous le savez, le Centre Léa Robert a des contacts là, privilégiés avec l'Université libre de Bruxelles dans le cadre d'un G3 là, qui implique aussi l'Université de Genève. Des travaux ont été commencés autour des inégalités sociales de santé, autour de la naissance, une comparaison entre Bruxelles et Montréal. Et on compte continuer là, ces comparaisons-là dans le contexte de la COVID. Andrea est l'ancien doyen de la faculté de philosophie et sciences sociales de l'ULB. C'est un professeur de sociologie qui s'intéresse depuis 25 ans là, aux politiques d'immigration, d'intégration en Belgique et en Europe, et notamment aux inégalités dans le domaine scolaire puis lors de l'insertion des jeunes dans le marché du travail. Il a été particulièrement sollicité là, par l'épidémie de SARS-CoV-2 dans le sens où il a mené des enquêtes sur le terrain. Il y a des recherches en cours actuellement là, qui impliquent des migrants là, dans plusieurs quartiers bruxellois. Il a donc un point de vue de sociologue sur la question, mais aussi un point de vue qui est très proche de l'observation terrain de comment la pandémie est vécue à Bruxelles. Alors, j'espère qu'on apprend souvent beaucoup sur nous-mêmes là, en se comparant aux autres. Je suis certaine que cette conférence-là nous permettra d'avoir un regard un peu plus critique sur nos propres pratiques. Alors, Andrea, à toi. Merci beaucoup, Marie-France. Merci beaucoup pour l'invitation et merci aussi pour votre participation. Alors, je vais lancer un PowerPoint que je vais partager. Voilà. Merci pour cette invitation. Donc, le titre, c'est comment on passe en fait d'une crise sanitaire à une crise sociale. Et ce que je vais vous présenter, je l'ai repris ici dans un plan, c'est d'abord comment est-ce qu'on étudie les déterminants sociaux de la santé et du social en matière de diffusion du Covid. Et puis, je vous présenterai à partir de nouveau de résultats d'enquête un cadre d'analyse un peu élargi autour du concept de syndémie, dont je vous expliquerai l'emprunt que nous en avons fait, le sens qui est donné par ceux qui l'ont proposé, et qui mettra en évidence surtout deux choses. D'une part, les effets cumulatifs de la précarité sur la diffusion de la maladie, et d'autre part, je finirai sur quelques éléments portant au sujet d'une enquête qu'on a réalisée auprès des populations les plus précaires qui sont considérées comme étant invisibilisées. C'est ce que je vous présenterai tout à la fin. Et c'est basé essentiellement sur deux recherches, l'une que je coordonne qui s'appelle l'inégalité sociale et le Covid en Belgique. C'est une recherche interdisciplinaire sur laquelle il y a aussi une enquête de type quantitatif dont je dirai un mot à un moment donné, dans laquelle d'ailleurs Marie-France est membre du comité de pilotage de la recherche. Et puis la deuxième se nomme les invisibilités de la crise sanitaire à Bruxelles et qui porte sur des publics tels que les sans-abri, les sans-papiers, les travailleuses du sexe et travailleurs du sexe, les jeunes et les familles monoparentales dont je vous dirai un mot à la fin. Alors, je vais donc débuter d'abord par quelque chose qui est qu'on sait relativement, on l'a dit plus d'une fois, les facteurs de comorbidité que sont l'âge, le sexe, ce sont plutôt des éléments d'ordre démographique que l'âge et le sexe, mais la présence de comorbidités comme le diabète ou les maladies respiratoires, cardiovasculaires ont souvent été mises en évidence comme étant des éléments prédicateurs des formes les plus sévères du Covid. Mais de manière générale, en raison sans doute aussi du fait que ce sont surtout des virologues, du moins pour la Belgique, qui ont été les experts les plus souvent consultés, les dimensions plus sociales, les facteurs sociaux ou les gradients d'ailleurs sociaux de la santé ont généralement été sous-estimés. Et c'est un peu ce que je voudrais essayer de révéler avec d'autres. J'ai oublié de le dire, mais c'est vraiment très important. Les résultats que je vous présente sont quand même le fruit d'une collaboration entre des épidémiologistes, des sociologues et des médecins.
cette dimension interdisciplinaire était pour nous fondamentale pour essayer d'avoir une vue un peu plus complexe de la question. Reste néanmoins aussi une question que peut-être on peut laisser pour le débat, c'est pour quelles raisons, de manière systématique, les inégalités sociales ont été peu énoncées au départ et ont fait peu l'objet de mesures politiques spécifiques, puisque ce que je vais essayer de vous montrer, un peu dans le sens aussi de ce que soutient d'ailleurs Marie-France, les mesures populationnelles, c'est-à-dire destinées à tout le monde, ont eu aussi des effets pervers, singulièrement auprès des populations les plus précarisées. Alors, le premier modèle d'interprétation générale, on l'a emprunté à celui d'un article connu qui est sur la diffusion de la grippe et qui porte essentiellement sur les effets qu'ont la disparité dans l'exposition au virus, les disparités dans la vulnérabilité face au virus, les disparités dans la prise en charge et bien sûr, aujourd'hui, il y a aussi la question des inégalités produites par les mesures luttant contre le Covid. Dans un premier temps, ce que je vais vous faire, à partir de données générales existantes, vous présenter les trois déterminants que j'ai repris ici, disparité de l'exposition, disparité de la vulnérabilité et de la prise en charge. Nous avons demandé en Belgique à avoir un couplage de données entre toutes les données qui viennent des hôpitaux d'une part et de données administratives de type socio-économique, ce couplage devant nous permettre d'avoir une identité sociale de manière beaucoup plus précise des personnes qui ont été hospitalisées au cours de l'année 2020. Hélas, le traitement des données est très très lent. Nous aurons ces données que maintenant au printemps et nous ferons une analyse évidemment pour la fin de l'année. Mais dans un premier temps, ce que je peux vous donner, c'est des données globales reprises de données administratives existantes. Alors, on le sait, je vais aller relativement vite sur cette première partie. Cette première partie, en fait, elle met en exergue quoi? En termes d'exposition différentielle du virus, il y a une chose que l'on sait. Les politiques eux-mêmes, quand ils ont vu la carte de Belgique qui est représentée là et où ce qui est en vert le plus foncé, c'est là où le nombre de cas confirmés de Covid était le plus élevé, ne comprenaient pas cette représentation graphique ou cartographique. Et en fait, elle est relativement simple, c'est que c'est dans les zones les plus densément peuplées que le nombre de contaminations était le plus élevé. Alors, c'est évident puisqu'il y a plus de population, mais en même temps, ce qui est apparu de manière évidente, en raison du fait de sa diffusion par aérosol, que les zones urbaines densément peuplées, là où il y avait peu d'espaces verts, et où aussi, c'est important de le signaler, la qualité de l'air est la moins bonne, qui sont par ailleurs occupées par les populations majoritairement défavorisées socio-économiquement, étaient les zones de contamination les plus importantes. Au-delà de la question de l'espace, il y a bien sûr aussi la question des logements. Dans ces zones, par ailleurs, on trouve souvent les logements les plus exigus, ou plus exactement, le nombre de personnes qui vivent dans ces logements dispose d'un nombre réduit de mètres carrés par personne, et donc on est dans des logements surpeuplés sans donner une connotation négative à ce terme de surpeuplé. Donc première source, c'est la question d'une part de l'espace et d'autre part du logement. L'exemple que je vais vous montrer ici, si on voit clairement la souris, en fait, c'est la région de Bruxelles, c'est-à-dire les 19 communes, ça représente à peu près 1,5 million d'habitants. Si on prend le graphique du centre, en fait, il démontre le revenu moyen par habitant. Et c'est une représentation somme toute classique de la région de Bruxelles, à savoir que le sud-est est le plus riche et la partie du nord-ouest est la plus pauvre. Qu'est-ce qu'on voit en termes de contamination? C'est que les contaminations étaient les plus importantes du côté du nord-ouest, où l'on trouve aussi la concentration de la population la plus élevée. Et on voit sur le graphique d'ailleurs que la commune qui est mondialement connue aujourd'hui, qui s'appelle Molenbeek, est aussi la commune où le taux de contamination était le plus élevé. Donc on est bien sûr ici une surpopulation et une densité de population que l'on voit aussi représentée dans les logements, puisque ce dernier graphique démontre le nombre de mètres carrés par habitant, et on voit bien qu'il est supérieur à 40 dans le sud-est, et dans la partie centrale, qui est la partie de ce qu'on appelle le croissant pauvre de Bruxelles, en fait, on est en dessous de 30 mètres carrés par personne. Autre élément qui est apparu à l'occasion d'enquêtes qui ont été réalisées, c'est que les habitants des 10% des quartiers aux revenus les plus faibles avaient 2,6 fois plus de risques d'être infectés par le Covid-19 que les habitants de 10% des quartiers les plus riches. Alors j'ai oublié de le citer, mais ça va de soi évidemment, la plupart de ces données sont antérieures au début de la vaccination, c'est-à-dire la plupart de ces chiffres s'étalent entre, bien évidemment, mars
2020 et à peu près avril 2021. Les données que je vous ai montrées ici, en fait, ce sont des données, du moins celles de la contamination, qui sont de novembre 2020. Autre élément qui joue un rôle important dans l'exposition différentielle, c'est le travail. On le sait aussi, les emplois dont l'activité n'a pas pu être mise en télétravail et donc qui étaient maintenus en présentiel sont aussi des sources potentielles de contamination. On connaît un des secteurs où il y a eu le plus de contamination, je vais vous montrer un graphique dans un instant, c'est bien sûr celui du personnel soignant, du moins dans un premier temps. Et puis en fait, les autres emplois, c'est les emplois essentiellement de livreurs, de conducteurs de transport en commun, de magasins d'alimentation, mais aussi des enseignants à partir du moment où les écoles étaient ouvertes. Le tableau que je vous présente ici, sans rentrer dans un détail trop précis, je dirais, démontre une chose. J'ai surligné en fait les secteurs d'activité dans lesquels sont représentées les populations d'origine étrangère, puisque en Belgique, on peut calculer sur base des données administratives l'origine nationale des personnes sur base de la nationalité de naissance des parents. Et on voit que les Maghrébins sont surreprésentés dans les transports en commun, que les Roumains et les Polonais sont surreprésentés dans la construction, et que pour les femmes, ce sont surtout des activités qui sont liées au nettoyage, que ce soit surtout d'ailleurs dans les hôpitaux, mais aussi dans certaines entreprises qui sont surreprésentées pour la plupart des personnes d'origine étrangère. C'est important de le dire puisqu'on va les voir apparaître comme étant aussi surreprésentées dans les contaminations. Bon, ce graphique est relativement complexe. Je voulais juste vous montrer deux courbes qui me semblent vraiment très intéressantes. C'est le nombre de contaminations sur 15 jours et qui s'étale sur l'ensemble de l'année 2021. On voit ici que le plus élevé, c'est le personnel soignant. Et à partir du moment où il a été vacciné, puisqu'il a été d'abord vacciné, en fait, il diminue fortement, plus que les personnes qui sont d'autres secteurs. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand les écoles ont repris, par exemple, au début de septembre 2021, en fait, le nombre de contaminations a augmenté aussi. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est difficile à déterminer, c'est est-ce que la contamination se fait sur le lieu de travail ou est-ce que la contamination se fait dans le milieu de vie? C'est bien évidemment difficile à pouvoir, enfin, il n'y a rien qui permet d'ailleurs de le déterminer avec certitude. Néanmoins, ces courbes nous montrent encore une fois de quelle manière les personnes ou certaines personnes ont eu plus de risques d'être contaminées que d'autres. Alors, la deuxième cause, elle est connue, c'est la question du gradient social de santé, qui est, alors pour le coup, connu dans plein d'autres maladies, mais ce qui est vraiment intéressant dans la crise du Covid, c'est que cet élément-là connu a été relativement peu mobilisé. Il apparaît comme un constat après que l'on voit des personnes hospitalisées, mais a été très peu pensé au départ. Et ceci, ce sont trois tableaux qui représentent encore une fois le gradient social de santé qui est relativement connu. Le premier, c'est celui du diabète. Ce sont des données, alors pour le coup, européennes, et qui démontrent qu'au fur et à mesure qu'on est membre d'un groupe de taxation le plus élevé, en fait, le niveau de diabète diminue. Donc, le diabète est fortement lié aux personnes qui sont socialement ou socio-économiquement les plus défavorisées. Il en va de même pour les maladies respiratoires ou les obstructions de voies respiratoires, dont l'asthme d'ailleurs. Et l'on voit ici, ce n'est pas basé sur les chiffres de revenus, c'est basé sur les chiffres liés à des secteurs statistiques de résidence, c'est-à-dire qui sont liés à un indice qui superpose la localisation d'une part des personnes et d'autre part l'indice socio-économique du quartier et qui démontre de manière évidente que au plus on va vers les secteurs statistiques supérieurs au niveau de l'indice socio-économique, au moins les taux de maladies respiratoires est élevé. Dernier point qui est très connu, il est important puisqu'il joue vraiment un rôle très important dans une enquête qu'on a réalisée dans les hôpitaux du passage des soins intensifs à la mortalité, c'est l'obésité, puisque là, on retrouve de nouveau des pathogènes qui sont basés, alors pour le coup, sur le niveau des diplômes, le niveau primaire jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur. Et on voit que pour la masse corporelle qui est au-delà de 30, on est à 12% pour les personnes de l'enseignement supérieur et on est à 24,8% pour le diplôme inférieur. Ce sont des données qui ne sont pas nouvelles, ce sont des éléments que l'on connaît depuis longtemps et qui ont joué aussi un rôle dans la diffusion de la maladie et surtout aussi dans le développement des formes graves de la maladie.
Autre élément qui est important de ne pas perdre de vue, c'est que de nombreuses informations qui sont au croisement d'ailleurs des deux déterminants que je vous ai montrés jusqu'à présent, à savoir d'une part la question de l'emploi et la question du logement, couplée à la question du gradient social de la santé, tend à montrer que des populations d'origine étrangère ou d'origine nationale ou des membres des minorités ethno-raciales, comme on le voit dans la plupart des pays, dont le Canada d'ailleurs aussi, mais en Angleterre, aux États-Unis, etc., même en France où on a ces données aujourd'hui, on voit qu'il y a une surreprésentation des minorités ethno-raciales et l'on a vu de manière encore plus spécifique pour la Belgique que chez les hommes d'origine belge de 40 à 65 ans, qui n'étaient pas les personnes qui étaient le plus soumises au risque de mortalité, la mortalité a augmenté de 7%, tandis que pour les personnes d'origine subsaharienne, il a augmenté de 70% et de 25% pour les hommes d'origine maghrébine. Une des explications est liée au lien qui existe entre les deux facteurs sociologiques que je vous ai présentés d'abord et d'autre part le gradient de la santé que je vous ai présenté ensuite. Et puis le dernier, qui est connu aussi, c'est un accès différentiel aux soins. Je ne vais pas aussi revenir, vous êtes très coutumier de ce genre d'informations. En Belgique, il y a un très fort réseau de première ligne qui sont des médecins de famille. Néanmoins, les populations les plus précarisées ont tendanciellement moins de médecins de famille et par ailleurs, elles se perçoivent aussi comme étant généralement en plus mauvaise santé et aussi, ce qui est important de voir, elles ont aussi un recours généralement plus fréquent aux urgences, mais sans doute à un niveau plus avancée des pathologies qu'elles ont. Et puis, il y a toute la question des renoncements aux soins dont on ne sait pas encore aujourd'hui tous les effets du Covid d'ailleurs. Donc, ceci, c'est une première présentation des résultats qui tente à montrer quelque chose de très classique, qui est le lien entre les trois facteurs qui conduisent à une surreprésentation de certains publics dans la contamination. Nous avons aussi changé un peu de perspective en prenant le concept de syndémie. Alors, c'est dans The Lancet Norton qui l'avait rappelé, mais initialement, c'est Singer et Mendelheim qui l'avaient utilisé, en particulier d'ailleurs dans les travaux sur l'HIV, et que l'on a repris en considérant que, bien sûr, on peut parler des caractéristiques de type sociologique qu'on a dit, de type aussi gradient social de santé, plus la question des comorbidités. Mais en même temps, on ne doit pas perdre de vue non plus les effets que les mesures elles-mêmes ont eus sur la contamination des certaines populations. C'est-à-dire qu'il faut prendre tous les facteurs environnementaux et sociaux, les synergies entre ces différents facteurs et inclure aussi l'impact que va avoir les mesures de lutte contre la pandémie qui, dans certains cas, comme je vais vous le montrer, tendent à accélérer pour certaines populations le risque de contamination. Alors, pour ce faire, nous avons réalisé des entretiens, d'une part avec un certain nombre de publics cibles qui appartiennent à la population la plus précaire à Bruxelles. Et puis, nous sommes entretenus aussi avec un nombre assez important d'intermédiaires, que ce soit dans le domaine de la santé ou du social, que ce soit dans le domaine communautaire, des institutions, des hôpitaux notamment, mais aussi des responsables politiques, puisque les responsables politiques locaux ont souvent joué un rôle aussi important. À partir de deux éléments importants. D'abord, la plupart des données statistiques qui sont fournies en matière de Covid, en fait, fonctionnent toujours sur une représentation d'une sorte de famille modèle moyenne. Un couple avec 2 enfants vivant dans une zone résidentielle et qui est relativement lettré, ou du moins qui a un niveau d'études assez élevé. Et c'est un peu cette représentation-là qui se retrouve dans les conférences de presse des responsables politiques, qui sont un peu le public visé par les experts quand ils doivent parler, et qui sont aussi souvent d'ailleurs le public qui est mentalement visé dans les médias mainstream que sont les journaux télévisés ou la presse. Et donc, il fallait prendre aussi la mesure de toute autre population qui n'a pas ce profil-là et pour qui d'ailleurs comprendre ce qui se passe était plus compliqué. Et l'autre élément qui est traditionnel de la sociologie, c'est de prendre, pour reprendre le théorème de Thomas, c'est si les hommes et les femmes définissent des situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs conséquences, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte aussi de la construction subjective
objective de la réalité par les individus. Et je vais le faire autour de 3 éléments d'analyse que nous avons tenté de mettre en évidence. La première, c'est la structure et la dynamique des familles, en particulier au sein des minorités ethno-raciales, la question de la hiérarchisation des problèmes sociaux parmi les publics précarisés, et puis une tension qui existe entre ce qu'on va appeler la rationalité scientifique et la rationalité ordinaire, et que je vais expliciter à présent. Alors d'abord, pour les structures et dynamiques familiales. Bien sûr, on peut prendre des chiffres tels que je vous ai présentés, à savoir la localisation, voir aussi dans quel type d'emploi les individus sont principalement concentrés. Mais ce qui est intéressant de voir, s'agissant alors spécifiquement de minorités ethno-raciales, il y a évidemment une sorte de… on a corroboré, je dirais, les données que l'on trouve au niveau global et au niveau administratif par les données d'enquête plus qualitatives. Les membres des minorités ethno-raciales sont tendanciellement plus concentrés dans les zones urbaines les plus densément peuplées, dans des logements qui sont relativement exigus, qui sont aussi d'ailleurs souvent plus vétustes. Et puis un élément qui est très important, c'est souvent aussi avec des familles multigénérationnelles. Je voudrais juste insister là-dessus. La Belgique a eu un triste record, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le nombre de morts ou de surmortalité en Belgique reste une des plus importantes mondialement, c'est en raison des maisons de repos, ce qu'on nomme les maisons de repos, c'est-à-dire là où se retrouvent les personnes âgées, où il y a eu le plus de morts. Mais il y a une grande différence dans la gestion des personnes âgées entre la population qu'on va qualifier de belgo-belge et de celle qui est membre des minorités ethniques, et singulièrement celle venant du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, mais aussi de Turquie. C'est que généralement, ces personnes âgées sont rarement placées dans des logements collectifs comme les homes ou les maisons de repos, mais sont davantage dans des logements multigénérationnels avec leurs enfants et leurs petits-enfants, ce qui conduit aussi à des formes potentielles de contamination, comme on va le voir. Troisième facteur que je vous ai déjà cité, c'est la surreprésentation de ces minorités ethno-raciales dans les métiers qui n'ont pas pu télétravailler. Par ailleurs, ce sont souvent des métiers qui sont moins bien rémunérés. On sait aussi que c'est une population qui est tendanciellement moins active, ou du moins qui sont davantage en recherche d'emploi, ce qui démontre aussi qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus bas, et puis ils utilisent davantage les transports en commun. Tous ces éléments, évidemment, mis ensemble, accroissent la probabilité ou les opportunités de pouvoir être contaminés. C'est une des raisons, bien évidemment, de cette surreprésentation de ces populations-là parmi les personnes qui ont été contaminées et parfois aussi parmi certaines des personnes qui ont été hospitalisées. Ce qui est intéressant de voir dans les entretiens, par contre, aussi, c'est que la difficulté financière de certaines familles a conduit parfois des jeunes à abandonner une partie de leurs études pour commencer un autre job. Et il y a eu un secteur, mais alors pour le coup, qui a véritablement explosé et où qui a permis aussi, paradoxalement, d'aider des jeunes à sortir de la discrimination ethnique à l'embauche qu'ils connaissaient, c'est le job de livreur, à la fois ceux, je dirais, de nourriture qui font ça pour des sociétés comme Eats ou Deliveroo en vélo, soit pour Amazon, où le nombre de sociétés et de sous-traitants d'Amazon a explosé au cours de l'année qui s'est écoulée. J'ai des données que je pourrais donner si c'est nécessaire. Deuxième élément très important, c'est lutter contre la précarité. En fait, comment est-ce qu'on le fait? Par l'accroissement des liens au niveau des relations familiales, puisque même si le terme de État-providence n'est jamais un terme correct, puisque c'est plutôt celui d'État social qui serait correct, quelque part ici, c'est puisque l'État-providence ou puisque l'État social ne permet pas de vivre suffisamment avec un niveau financier suffisant, en fait, la famille constitue une zone de repli, je dirais, pour assurer la survie plus communautaire en termes de moyens d'existence. Ça signifie aussi que ce sont des familles qui ont beaucoup plus de relations sociales, où les liens forts sont beaucoup plus forts. Et donc, en Belgique, quand pendant toute une période, ça a été plus pratiquement le deuxième confinement et le premier, on disait les familles ne peuvent accepter de rencontrer qu'une seule autre personne, puisqu'on a inventé le concept de bulle en Belgique. La Noël de 2020, on ne pouvait rencontrer que 2 personnes en plus. En fait, ça n'avait strictement aucun sens pour ces familles. Des familles qui sont des multigénérationnelles, qui sont dans les mêmes logements,
ça n'a strictement aucun sens, puisque la bulle devait être, en général, c'était une représentation dans l'imaginaire collectif, et surtout celui des responsables politiques, papa, maman et 2 enfants. Bien évidemment, bon, les couples déjà recomposés, pour le coup, ça ne rentrait pas dans le cadre, et surtout, les familles qui étaient des familles plutôt élargies ben, ne rentraient pas dans le cadre non plus. Et puis, je voudrais insister sur un point qui est les 2 points suivants, qui est le paradoxe de l'injonction restée chez soi. À partir du moment où on est dans un logement qui est relativement restreint, où le nombre de mètres carrés par personne est restreint, où il y a des rapports multigénérationnels, en fait, rester chez soi devient presque la source même de la contamination. D'autant plus que rester chez soi pour ces populations précarisées, c'est ne pas avoir de jardin. Et c'est souvent, d'ailleurs, j'ai d'autres cartes qui peuvent le montrer, ce sont des quartiers où il n'y a pas du tout de parc ou d'espace vert. Donc, ce qui reste, c'est la rue ou parfois certaines places. Ça signifie aussi que ce sont des personnes qui, tendanciellement, étaient plus souvent à l'extérieur de chez elles. Je dirais que c'est surtout le deuxième confinement, c'est-à-dire entre octobre 2020 et mars 2021. Le premier confinement, il faut bien l'avouer, de mars à mai, tout a été complètement gelé et la plupart des personnes respectaient très fortement. Tout le monde avait très peur. Je ne sais pas si c'est le souvenir que vous en avez de cette période-là. Et donc, personne ne sortait. Encore une fois, il y a un paradoxe à cette injonction, rester chez soi, si l'on ne tient pas compte, évidemment, des conditions de réalisation de cette injonction. Je voudrais reprendre un autre exemple sur le rester chez soi qui est vraiment compliqué. C'est si quelqu'un est contaminé, donc la règle était l'isolement. Comment est-ce qu'on isole quelqu'un qui est contaminé dans un appartement où ce sont des pièces communes qui servent de chambre, voire même il y a des enfants qui circulent, etc. Et donc, isoler quelqu'un dans un appartement de 80 mètres carrés quand on est à 6, c'est relativement compliqué. Et là aussi, vous voyez donc que la mesure populationnelle généraliste, en fait, dans certains cas, ne pouvait pas s'appliquer et était presque même aussi, pourrait-on dire, la source première de certains clusters familiaux, puisque c'est ça qu'on a vu, c'est énormément de clusters familiaux, et singulièrement lors du deuxième confinement, c'est-à-dire de octobre 2020 jusqu'à avril 2021. Et puis, un dernier point qui est apparu de manière très forte autour des rites collectifs. Alors, il y en a un qui a vraiment été complètement gelé, ce sont les mariages qui n'ont pratiquement pas pu être organisés jusqu'entre mars 2020 et juillet 2020. Puis en fait, ça a repris. Et puis de nouveau, ça a été relativement restreint puisqu'il n'y avait pas plus de 15 personnes qui pouvaient participer à un mariage. Mais ce n'est pas l'événement le plus singulier. Ce qu'on a constaté dans les entretiens, c'était que c'est à l'occasion des funérailles qu'il y a eu le plus de contamination et qu'il y avait surtout des clusters familiaux. Et là, il y a un point qui est vraiment intéressant à pointer. Donc, dans les funérailles, au niveau réglementaire, les familles pouvaient aller au cimetière, mais il n'y avait que 15 personnes qui pouvaient y être. On a bien vu, ça a été observé, on a vu ça avec la police, on a vu ça avec des maires de municipalités, on l'a vu aussi avec les personnes des cimetières, et notamment dans un cimetière où il y a une seule parcelle pour la population musulmane, qu'en réalité, à ce moment-là, il y avait toujours plus que 15 personnes. Mais personne n'est intervenu pour disloquer, je dirais, le nombre de personnes qui participaient aux funérailles. Par contre, ce n'est pas à ce moment-là qu'il y a eu le plus de contamination. Le plus de contamination, c'était au moment des visites des familles aux familles de défunts. Et là, il y a véritablement une sorte de dilemme, je dirais, de type moral entre, d'une part, les impératifs de la sécurité sanitaire, ne pas aller voir ou visiter des familles de défunts, et dans un autre cadre, c'était l'obligation. On ne peut pas ne pas rendre visite aux familles de défunts. C'est une dimension de respect qu'on ne peut pas ne pas appliquer, on ne peut pas se soustraire à cette obligation. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a vu un certain nombre de clusters qui sont liés spécifiquement aux visites aux familles à l'occasion des décès. C'est d'ailleurs une question très importante. Je ne sais pas quelle est la situation au Canada. Un jour, sans doute, faudra-t-il quand même interroger la manière dont nous avons enterré nos morts et dont la question du deuil a dû se passer en cette période de Covid, où finalement les familles n'ont pas pu être dans les conditions traditionnelles, normales, si je puis dire, du deuil et de la visite d'ailleurs aux familles. Autre point sur la structure et la dynamique familiale, c'est que par ailleurs, on a
vécu et on a vu beaucoup de situations où il y a eu des tensions familiales multiples à cause du lockdown et aussi de l'impossibilité de pouvoir sortir de chez soi. Il y a eu énormément d'enregistrements de violences familiales qui ont été enregistrés, de violences conjugales, et on voit bien que les familles ont été dans des situations d'épuisement et aussi de dénuement personnel pour des raisons aussi que je vais évoquer un peu plus loin. L'autre chose qui est importante à pointer, c'est celle des jeunes. Les jeunes, en raison de l'exiguïté des logements, en fait, étaient souvent et occupaient souvent l'espace public, les rues, les places. Et pendant tout un temps, ce qu'on a constaté, surtout le premier confinement, on a des données précises, alors pas par quartier, sur l'ensemble de la région bruxelloise, mais on sait bien que les garçons, singulièrement, puisqu'ils occupent aussi davantage l'espace public, ont été soumis à de nombreux contrôles policiers pendant le premier confinement et ont été très souvent aussi verbalisés, notamment par ce qu'on appelle le non-respect de l'interdiction du rassemblement ou le non-respect du couvre-feu, ainsi que le non-respect du port du masque. Et ceci a accru aussi alors un sentiment de harcèlement. Et alors, ce qui est vraiment important à pointer, pourquoi est-ce que je relève ceci, c'est en fait, ce sont des pratiques qui ont un effet négatif, puisqu'ils tendent aussi à diminuer la confiance que des personnes, en l'occurrence ici des jeunes, vont avoir à l'encontre des institutions. Alors évidemment, c'est singulièrement la police, mais une fois qu'on parle de la police, ça peut évidemment se généraliser à d'autres institutions. Et puis, le dernier point que je voulais évoquer, c'est la question de l'enseignement. Euh, je pense que les bonnes décisions ont été prises par la suite, à savoir de maintenir les activités scolaires, parce que l'on a vu, surtout au cours du premier confinement, mais aussi au niveau du deuxième confinement, je dirais que la situation a complètement changé à partir de la rentrée de septembre 2021. Bon, ce qui conduit aussi à toujours contextualiser les données que je vous présente, puisqu'elles sont quand même liées à une période particulière. C'est quand même des données qui ont été recueillies globalement entre le 1er janvier 2021 et le 30 décembre. Ouais, j'exagère un peu là d'ailleurs, c'est jusqu'à la fin du mois d'octobre 2021. Difficulté scolaire, c'est évidemment la difficulté du passage à la distance, au distanciel, avec des choses qu'on connaît, fracture numérique, pas de matériel, mauvaise connexion, pas non plus de centralisation du matériel, donc difficulté pour des élèves de suivre l'enseignement à distance. Par ailleurs, les enseignants ont vraiment mis en évidence de quelle manière ce qui était considéré comme étant le décrochage passif, c'est-à-dire des élèves qui vont à l'école mais qui ne suivent pas très bien leur scolarité, qui sont au fond de la classe, qui répondent de temps en temps, en fait, le passage au distanciel a conduit à ce que ce décrochage passif devienne un décrochage actif, notamment, encore une fois, par manque de motivation, mais véritablement ne suivent plus du tout et d'ailleurs ratent les épreuves auxquelles ils étaient soumis. Et puis, il y a aussi toute la question du décrochage pédagogique. Ça, les enseignants le voient. C'est un certain nombre de jeunes qui par ailleurs se trouvaient dans des situations de difficulté familiale, avec pas de matériel, avec pas d'espace pour pouvoir suivre l'enseignement, ne pas être soutenus aussi par rapport à des parents dont, dans certains cas, ils peuvent soutenir la scolarité de leurs enfants et d'autres ne sont pas en mesure de pouvoir le faire. Des jeunes accumulent du retard dans le suivi des matières et ils sont à un certain moment plus capables de suivre la matière. Et là, on a un élément qui est vraiment central, qui est toujours vrai. Je dirais qu'il est vrai aussi pour les enseignants universitaires, d'ailleurs. De ce point de vue-là, c'est le dilemme des enseignants, c'est dans les pratiques d'évaluation, c'est à la fois ne pas pénaliser les élèves dans cette situation, pas de double peine, la pandémie et le retard scolaire, et en même temps, comment faire en sorte de ne pas leurrer les élèves ou les étudiants sur leurs lacunes. Deuxième axe d'analyse, c'était celui de la hiérarchisation des problèmes sociaux. Alors, c'est parmi l'ensemble des publics précarisés, mais on peut évidemment, au sein de ceux-ci, bien sûr, identifier de nouveau les minorités ethno-raciales. C'est relativement classique, mais c'est vraiment important de le dire. Pour une grande partie de la population précarisée, le Covid n'est pas une première urgence. Ce n'est pas le premier problème. Je dirais que c'est un risque parmi d'autres. Mais leur problème, c'est celui de la survie économique en cette période-ci. Pourquoi? Parce qu'une partie d'entre eux travaillaient de manière irrégulière, soit complètement, soit partiellement, et que l'arrêt des activités économiques a conduit à une perte de revenus très importante. Et donc, ils se retrouvent dans un rétrécissement financier important. On a eu énormément de familles qui ont bien expliqué d'ailleurs que pour elles, vivre pendant cette période
les a conduits à utiliser les épargnes ou les maigres épargnes qu'ils avaient. Donc, quelque part, c'est vivre sur des épargnes pour pouvoir survivre. Donc, la hiérarchisation des problèmes, c'est faux que de penser que pour toutes les populations, la question du Covid, la question de la contamination, voire le fait d'être malade, constituait une priorité de leur existence. Ce sont aussi un certain nombre d'articles, il y a beaucoup d'articles qui ont été faits en Amérique latine et notamment en Colombie sur ce sujet, où l'on voit en fait que pour les personnes les plus précarisées, eh bien, le Covid, c'est un risque, mais ce n'est pas un problème d'urgence ou d'importance prioritaire. Et puis, donc, il y a quelque chose aussi qu'on peut reprendre de manière globale, que l'on a entendu dans des entretiens à la fois avec les publics précarisés, mais à la fois aussi avec les intermédiaires. Il y a quelque chose on va nommer ça pratique de résistance, on pourrait trouver autre mot, mais qui est l'idée au moins de résister aux injonctions qui viennent des institutions et des politiques et qui est reprise sous la formulation qui est sur le slide, c'est pourquoi répondre aux injonctions normatives sanitaires si la société ou l'État ne veille pas à garantir une vie socio-économique digne. Quelque part, c'est les personnes qui considèrent que pourquoi est-ce que je devrais respecter les règles relatives au Covid si dans ce qui sont mes problèmes majoritaires, en réalité, les gouvernements ne répondent jamais aux difficultés auxquelles je suis confronté. Et c'est vraiment important, ceci, parce que euh, ça conduit à un accroissement de la défiance à l'encontre des discours politiques et sanitaires, dans la mesure où, encore une fois, ces populations ont l'impression que leur difficulté n'est pas entendue. Alors, a fortiori, quand on voit que la police verbalise des gens qui 97 sont personnes. parce que la police verbalise des personnes qui sont à l'extérieur de chez elles alors qu'elles devraient être chez elles, mais ne tiennent pas compte du fait qu'elles ne peuvent pas être toujours chez elles parce que c'est invivable de rester chez soi en permanence. Et puis il y a aussi une défiance qui se constitue à l'encontre des institutions sociales. Je crois que ceci est très répandu, en ce compris d'ailleurs au Québec, et donc je ne vais pas beaucoup m'y attarder, mais de manière générale, ce qu'on a vu, alors c'est particulièrement vrai pendant le premier confinement, c'est les institutions publiques ont été pratiquement à l'arrêt. Il n'y a pas eu de continuité des services publics. C'est vrai que les travailleurs n'avaient pas de téléphone, n'avaient pas toujours des ordinateurs, mais les services ont été fermés. Le fait de ne pas pouvoir aller sur place, pour certaines personnes qui d'habitude sont accompagnées quand elles font des démarches administratives, eh bien, quelque part, elles se retrouvent en retrait. Il y a la fracture numérique qui conduit évidemment à toujours plus de distance entre, d'une part, des populations précarisées, d'une part, et d'autre part, les administrations. Et puis, je dirais, sur l'ensemble des institutions relatives à l'aide sociale, à la sécurité sociale ou aux questions sanitaires, en fait, il y a aussi une rupture de liens sociaux en raison bien sûr du lockdown et du confinement, mais aussi de la difficulté de pouvoir se déplacer à plusieurs personnes. On ne pouvait pas aller dans certaines institutions accompagné de quelqu'un. À ce moment-là, certaines populations précarisées, en fait, ne font plus des démarches parce qu'elles ne peuvent le faire que si elles sont accompagnées. Et puis, il y a un élément très important, c'est l'ensemble des administrations publiques n'étaient absolument pas préparées à faire du travail de outreach. Et je pense que c'est vraiment un élément central qui apparaît dans l'ensemble des recommandations aujourd'hui, c'est de transformer aussi le travail des institutions publiques. Dernier point à ce sujet, le dilemme de la vie précaire, et qui était présent en permanence dans énormément d'entretiens qu'on a fait. Faut-il ou non se faire dépister au risque de voir qu'on est contaminé, qu'on doit faire en la quarantaine et donc on ne puisse pas aller travailler, voire qu'on doive renoncer à mettre les enfants à l'école qu'il va falloir regarder. Je pense que ces dilemmes-là, en fait, sont des dilemmes qui se sont présentés vraiment très fréquemment. Encore une fois, ça renvoie à l'urgence sociale de certaines familles. La question du Covid devenait secondaire et même le risque de la maladie devenait secondaire par rapport au risque de ne pas pouvoir assurer juste les besoins élémentaires liés aux conditions de vie et notamment celui alimentaire, puisque c'est un élément que je n'ai pas cité mais qui reviendra par la suite. Il y a eu énormément aussi de colis alimentaires qui ont dû être distribués parce que des personnes n'avaient plus de l'argent pour pouvoir se payer de la nourriture. Dernier point là aussi qui est relativement connu, c'est qui est plus complexe, qui est la tension entre la rationalité scientifique et la rationalité ordinaire, qui a joué à deux moments distincts, la compréhension de la maladie d'une part, mais surtout à l'occasion de la vaccination. En gros, ce qu'on a vu, c'est quelque chose qu'on connaissait avant. Il y a une littératie en matière de santé
qui a un impact sur la manière dont on doit communiquer sur la maladie, sur la question des langues qu'on doit utiliser et sur aussi les vecteurs de la communication. Les populations majoritairement défavorisées ne regardent absolument pas les informations sur les médias mainstream que sont les médias dominants, télévision, radio et la presse écrite. Ils regardent souvent d'ailleurs, pour une part, s'agissant des minorités ethno-raciales, les médias des pays d'origine dans lesquels ils se trouvent, ou ont accès aux informations via les réseaux sociaux et tout ce qui peut se trouver sur les réseaux sociaux qui n'ont pas, encore une fois, été nécessairement validés et qui n'ont qu'une source de validité d'ailleurs. Bon, ça c'est le premier point, c'est l'accès à l'information. La deuxième, c'est une sorte de tension qui existe entre la rationalité scientifique qui est fondée sur l'administration de la preuve et qui est fondée aussi sur une sorte de croyance dans la science, où on se fait vacciner parce qu'on croit, on pense qu'on a toutes les informations requises pour pouvoir avoir un jugement, et puis on croit aussi, d'une certaine manière, aux innovations scientifiques, versus des modes de pensée qui sont fondés sur un raisonnement qui est plutôt casuistique. Je connais quelqu'un qui m'a raconté quelque chose et que nous avons rencontré alors sur un support de communication très particulier qui sont des groupes WhatsApp. Les groupes WhatsApp ont constitué parmi certaines populations, alors qu'ils sont fondés souvent sur des histoires d'une personne racontant quelque chose et qui se diffusent très très largement. Il y a des groupes de diffusion de WhatsApp de 200, 300, 450 messages et qui est construit de manière différente de celles qui fondent en général la communication de type scientifique ou celle qui est la communication officielle. Ici, on vise d'abord une personne de confiance et après, on se dit que si on a confiance en cette personne, le message qu'il va donner, c'est un message dont on peut avoir confiance. Alors que souvent, parmi les personnes, pas toujours, puisqu'il y a aussi une partie de résistants, mais parmi les personnes qui ont un niveau scolaire relativement élevé, qui ont été aguerries à l'idée de l'administration de la preuve, à la rationalité scientifique, en fait, on cherche surtout la personne compétente. On n'a pas besoin de savoir ou d'avoir confiance d'une personne. C'est la compétence de la personne qui nous donne la certitude que le message qui va être véhiculé est quelque chose dont est un message auquel on peut avoir confiance. Et là, il y a véritablement une tension, je pense, intéressante à pouvoir analyser plus avant, d'ailleurs, que ce qu'on a fait ici. Comme je vois que le temps avance très vite, pour rester juste dans le canevas de ce que j'avais prévu, je vais juste vous présenter 3 slides en fait, sur 3 populations particulières qui sont les populations précarisées, les plus invisibilisées. Alors, parmi ceux-ci, il y avait les sans-papiers en Belgique, qui ont vécu quelque chose de terrible, outre le fait que, bien sûr, ils n'ont aucune existence administrative. C'est une population qui, pour la plupart d'entre eux, étant donné qu'ils travaillaient de manière irrégulière, ont perdu leur emploi. Et surtout, ce qu'on a vu, ils ont aussi perdu leur logement. Raison pour laquelle on les a souvent rencontrés dans des squats aux conditions de vie excessivement précaires, où se mélangeaient, on a vu des squats où se mélangeaient à la fois des gens qui étaient des sans-papiers, à la fois des travailleuses et travailleurs du sexe qui ne pouvaient plus opérer en rue ou qui ne pouvaient plus aller dans des hôtels parce qu'ils étaient fermés et se retrouvaient dans ces mêmes squats. Et puis, on avait des jeunes qui étaient en décrochage scolaire et qui erraient, ou des usagers de drogue qu'on retrouvait aussi dans ces espaces-là, qui sont devenus véritablement l'espace où on retrouvait toutes les personnes qui cumulaient l'ensemble des facteurs de la précarisation. Et puis, pour les sans-papiers aussi, ne pas oublier le fait qu'il y a une faible couverture en assurance soins de santé. Je vais vous présenter un slide qui est une enquête que j'ai réalisée et que Judith Racapé, avec qui a travaillé d'ailleurs Marie-France, a réalisée, qui est une comparaison des personnes qui ont été hospitalisées, qui ont été aux soins intensifs ou qui ont décédé dans 2 hôpitaux bruxellois. C'est juste 2 hôpitaux. C'est l'hôpital Saint-Pierre et c'est l'hôpital Erasme qui est lié à l'Université libre de Bruxelles. Je voulais vous le présenter pour une chose, parce que ce tableau que je vous montre là, en fait, indique avec les encadrés quels sont les facteurs. Donc, c'est une régression logistique qu'on a fait sur les personnes qui ont été aux soins intensifs. Et elle démontre qu'un des facteurs qui fait qu'on est aux soins intensifs, c'est qu'on n'a pas d'assurance maladie. Donc, ça signifie que ce public-ci est essentiellement un public de sans-papiers. Or, ce public, dans l'ensemble des données
existantes, qui sont les données administratives, en fait, n'apparaît pas du tout. C'est en allant dans les hôpitaux et en ayant les informations dans les hôpitaux qu'on voit apparaître en fait cette population et qui a été touchée par le Covid-19 et le cas ici, évidemment, qui sont arrivés aux soins intensifs. Les autres facteurs, c'est être homme et l'obésité, qui sont les deux facteurs qui jouent le plus dans le risque d'être associés à l'admission aux soins intensifs. L'autre exemple, c'est celui de la famille monoparentale. Alors là, on a fait des interviews qui, bon, pour le coup, étaient vraiment, je trouve, qui démontraient vraiment l'exacerbation des conditions de vie de ces familles. Alors, très majoritairement, presque uniquement composées de femmes comme chefs de ménage, et où il y avait impossibilité de faire de la gestion de l'emploi et de la garde d'enfants, où est apparu quelque chose qui est vraiment, à plusieurs reprises, on l'a vu apparaître, c'est la parentalisation des enfants aînés. Quand une mère doit aller travailler et que les enfants sont en travail hybride à l'école ou sont à la maison pour pouvoir suivre les cours, en fait, c'est les aînés qui deviennent les parents dans la maison. Donc ça change complètement les dynamiques et ça accroît encore une fois les difficultés scolaires de ces enfants. Et autre chose qui est apparue de manière très forte sur les familles parentales, c'est que les violences conjugales dont elles étaient les victimes n'ont pas arrêté avec la question du Covid pour certaines d'entre elles. D'une part, pour certaines d'entre elles, elles étaient déjà des familles monoparentales, mais étaient poursuivies dans le cadre de violences conjugales, ou d'autre part, le Covid a été le début en fait de la séparation qui a conduit à la formation de familles monoparentales. Et le principe élémentaire, c'était de trouver là pour le coup des lieux sécurs et sûrs où les personnes pouvaient, alors ça c'est quelque chose qui revient souvent, c'est avoir une clé sur une porte et pouvoir fermer la porte à clé. C'est la seule manière de pouvoir être sécurisé. Dernier slide, il concerne les sans-abri. Bon, l'injonction restez chez vous pour les sans-abri n'a strictement pas de sens, mais ce qu'on a vu aussi, c'est pendant toute la période des confinements, c'était la fermeture de toutes les ressources. Plus de toilettes, pas de toilettes en fait en ville, on n'en trouve pas d'accès à l'eau, pas d'accès aux douches, pas d'accès non plus aux restaurants auxquels ils avaient accès, donc il fallait faire de la distribution individualisée. Et puis le grand paradoxe, c'est que certains sans-abri étaient même verbalisés par la police parce qu'ils occupaient l'espace public alors qu'il y avait le couvre-feu. Bon, on voit évidemment là, je dirais, la dimension la plus paradoxale des mesures populationnelles. Dernier point important sur ce public, néanmoins, toujours Judith Racapé a fait un papier qui a été publié, que je peux rajouter et envoyé, et qui tente à démontrer que paradoxalement, les sans-abri, lors du premier confinement, n'ont pas été fortement contaminés par le Covid. Et une des raisons principales, probablement, c'est celles qui vivent tellement dans l'isolement que, rencontrant peu de gens, en réalité, ils étaient moins dans des sources de contamination. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et j'espère que nous aurons l'occasion d'avoir un petit échange maintenant. Merci. Alors, merci beaucoup, Andrea. C'est vraiment un tour d'horizon magistral. Ça donne mal au ventre, je dois dire, parce que tout ramasser les différentes zones de vulnérabilité là, accumulées, c'est vraiment impressionnant. J'aurais plusieurs questions. On a l'impression, quand tu parles, que les gens les plus fragilisés, c'est vraiment les immigrants récents. Vous n'avez pas de Belges qui sont au bas de l'échelle, qui sont dans des quartiers aussi qui sont fragilisés? Il me semble qu'il y a une différence avec ce qu'on vit ici, où, bien sûr, il y a la clientèle des migrants récents, mais on a aussi des gens là, qui sont dans les régions, dans les quartiers, qui vivent une pauvreté qui est extrême, qui sont des travailleurs au bas de l'échelle, qui livrent les pizzas, etc. Bon, tout à fait, mais ça, c'est un effet de recherche parce qu'une partie des entretiens étaient réalisés avec les minorités ethno-raciales. Donc, ce que je présente, en fait, c'est pour les populations précarisées en général, dont la plupart d'entre eux, d'ailleurs, ce sont des Belges d'origine étrangère. Ce n'est pas nécessairement les nouveaux migrants. Et j'ai juste insisté sur certains points, notamment sur la question de la famille, où c'était un peu plus spécifique par rapport à elle. Mais les réflexions qu'on a faites, en fait, concernent aussi l'ensemble de la population belge qui vit dans les quartiers socio-économiquement les plus défavorisés. Mais il y a certaines particularités qui touchent surtout à la structure et aux dynamiques familiales. C'est surtout ça. Et toutes les questions que j'ai évoquées relatives à la hiérarchie des problèmes,
ou d'autre part à la question de la réception du discours scientifique vaut autant pour les belgo-belges que pour les Belges d'origine étrangère. Oui, donc c'est peut-être un effet de ma présentation qui a surdéterminé l'interprétation autour des étrangers. Parfait. On a des commentaires là, que ta présentation est vraiment excellente et puis qu'elle est tout à fait pertinente avec nos expériences québécoises. Le portrait est très clair. Moi j'irais tout à fait dans ce sens-là. J'ai l'impression qu'entre la première puis la dernière vague au Québec, il y a eu quand même certains apprentissages pour protéger là, les plus vulnérables. Est-ce que tu as eu cette impression-là en Belgique qu'il y avait des mesures qui avaient été mises en place en mars 2020 là, qui ont été un peu allégées? Je n'ai pas l'impression qu'au niveau des mesures elles-mêmes, il y a eu un allègement. Je pense qu'il y a eu un allègement au niveau de l'implémentation, la mise en œuvre des mesures. Je vais juste expliquer autrement. Je pense par exemple que ce qui apparaissait comme un harcèlement de la police dans les quartiers quand les gens étaient dehors est quelque chose qui a pratiquement disparu aujourd'hui. Je pense que les responsables politiques locaux ont joué un rôle de médiation. Et donc, ce n'est pas tellement dans la mesure en tant que telle qui a changé, mais c'est dans une plus grande tolérance par rapport à la non-application de la mesure dans certains quartiers. Ça, je pense que ça a eu un effet. Maintenant, je pense que globalement, il n'y a pas une réflexion. Quelque part, les inégalités sociales face au Covid apparaissent comme étant un fait voilà, qui apparaît, mais non pas comme un phénomène structurel qui aurait pu être anticipé, qui aurait supposé d'avoir des mesures différenciées au départ. Et c'est ça peut-être, je pense, la leçon qui n'a pas encore été complètement tirée. Elle n'a pas été pensée au départ. Elle est souvent pensée après, je dirais d'une certaine manière, mais pas au départ. On a une question ici. Comment s'assurer que les interventions du gouvernement et de la santé publique s'intéressent de manière égale à l'urgence, contrôle de la transmission et à la prévention, logement, revenu, emploi, accès aux soins de santé? Là, je pense que c'est parce que, bon, on est un État fédéral, mais on est un État fédéral beaucoup, beaucoup plus compliqué que le Canada et le Québec. Et donc, je pense qu'on a 8 ministres de la Santé en Belgique. Hein, donc, 8 ministres, il y a 8 ministres. Donc, si on prend la totalité des différentes mesures à prendre ou des domaines. Donc, ce qui fait que je pense que c'est véritablement la lasagne, ce qu'on appelle d'ailleurs la lasagne institutionnelle belge, qui rend les choses excessivement compliquées, mais que tout s'est centré essentiellement sur la dimension sanitaire, au détriment d'une pensée sur le préventif. Sauf peut-être dans un domaine aujourd'hui où ça a été un peu plus pris en charge, qui est l'école. L'école a été fortement prise en charge et les problèmes scolaires ont été pris en charge d'abord parce que les pédiatres sont intervenus pour dire on ne peut pas garder les enfants à la maison, il faut absolument qu'ils aillent à l'école et qu'il y a différentes mesures qui ont été mises en œuvre pour rendre possible la rentrée dans les écoles. C'est un domaine, je pense, dans lequel il y a une attention plus particulière. Et puis, je dirais qu'il y a des mesures qui ont été prises au niveau social, mais elles sont véritablement localisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesure générale qui a été prise pour l'ensemble de la population sur toute la Belgique, mais des municipalités ont fait plus d'efforts que d'autres. Mais il n'y a pas, je dirais, de politique globale de prévention qui a été mise en œuvre. On a une question d'Andréane Tardif au sujet de la stigmatisation chez les personnes plus vulnérables ou précarisées en contexte de pandémie face au dépistage, au diagnostic ou aux conditions de vie. Est-ce que vous avez observé ça en Belgique, une augmentation de la stigmatisation de ces populations-là? Oui, parce qu'on a connu la même chose qu'il y a eu au Québec, c'est-à-dire tout un temps on disait qui ne se vaccine pas, c'est les minorités juives à Anvers orthodoxes, c'est les musulmans dans certains quartiers. Donc la dimension religieuse ou culturelle a souvent été mise en évidence pour essayer de comprendre pour quelles raisons ces populations, étaient à certains moments des lieux où il y avait des clusters, mais ça n'a pas été systématique. Donc, il suffit que ça apparaisse à un moment donné comme étant un cluster, que la cause est associée nécessairement à ce facteur religieux ou culturel. Et d'autre part, c'est un discours qui a été souvent pris, de manière générale, sur la stigmatisation, ça va assez vite et c'est global par rapport aux populations étrangères ou défavorisées, puisque ce qu'on voit quand même sur l'ensemble de la Belgique, c'est vrai pour les taux de vaccination,
par ailleurs, c'est des populations les plus précarisées qui ont marqué la plus grande résistance à la précarisation, à la vaccination. Vaccination. Ouais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas toujours sûr dans les entretiens qu'on a faits que la cause est celle de la compréhension ou de la question de la confiance. J'ai l'impression que c'est une manière de résister pour dire non, je ne vais pas faire ce que vous voulez, ou de contester passivement, même en allant à l'encontre des propres intérêts des personnes, et de contester le gouvernement sur je ne vais pas faire ce que vous me dites parce que vous ne faites pas attention à la situation de vie dans laquelle je me trouve. Encore, les compliments fusent, Andrea. Je ne les lirai pas tous, là, je les garderai pour une autre fois. Gilles pose la question des personnes d'origine subsaharienne avec 70% d'augmentation de mortalité. Ça semble considérable. Tu as des explications? Alors, il y a deux explications qui sont avancées dans la littérature que nous n'avons pas pu nous tester véritablement dans notre enquête. La première, c'est le taux d'obésité était plus élevé pour les personnes entre 45 et 60 ans parmi cette population, qui tendrait à expliquer dans les données des hôpitaux qu'il y a une surreprésentation des personnes d'origine subsaharienne. Il y a un autre facteur qui est avancé, mais pour lequel on n'a absolument pas de données, c'est parmi la population subsaharienne, une partie d'entre elles fait partie des églises évangélistes où le discours allant à l'encontre de la vaccination était très fort. Et donc, on a vu que les offices religieux ont continué à se faire, alors même qu'on ne sait pas faire de contrôle parce qu'ils peuvent se faire dans des lieux qui ne sont pas identifiés comme des lieux de culte, et où, alors c'est plutôt l'information qui vient des hôpitaux qui nous a été donnée, mais non pas de la population elle-même, ce sont des moments au cours desquels il y a eu des taux de contamination très importants d'une population non vaccinée. Mais c'est une hypothèse, nous n'avons pas d'éléments que pour pouvoir établir si elle s'est vérifiée ou pas. Une question sur l'insécurité alimentaire. Au Québec, ça a bondi. Oui. Est-ce que ça a été la même chose en Belgique? Est-ce que ça a été observé? Complètement. Donc, la sécurité alimentaire a été gigantesque. D'abord, elle était en volume beaucoup plus importante qu'avant. Deux, ce qui a été important, c'est que les structures qu'on appelle les restos du cœur, qui sont des restaurants publics, en fait, ont été fermées. C'est-à-dire que le lieu où l'on pouvait trouver à manger était fermé. Et donc, c'était des distributions individuelles. Et ce qui était vraiment très important, c'est de voir un nombre d'associations, parce que ça, je ne l'ai pas dit, et je pense que c'est vraiment très important de le dire. Les plus grandes innovations viennent du communautaire et des associations qui ont travaillé ensemble, secteur de protection de la jeunesse avec le secteur MSF, Médecins du Monde, notamment, qui ont fait énormément de projets ou de bas seuil, comme on appelle cela par rapport à des personnes qui sont en dessous du premier degré ou du premier niveau de soins sanitaires. Et ce sont des organisations comme celle-là qui ont organisé les colis alimentaires. Et ça a été très important, de même qu'il y a eu énormément d'ailleurs de collecte d'argent au niveau local pour assurer les colis alimentaires. Je suis président d'une association qui travaille avec des jeunes dans une commune précarisée. Et en fait, ils ont arrêté toutes les activités et les jeunes se sont mobilisés pour faire des colis alimentaires. Et ils continuent d'ailleurs à le faire. Une question originale. Est-ce qu'il y a eu des effets positifs de la COVID-19 chez ces populations-là? Alors, je ne sais pas si parmi la population, il y a des éléments positifs. L'élément positif vraiment qui est très important, c'est de voir, alors que ce n'était pas prévu et qu'on était dans une gestion qui était très top-down, dans un pays comme la Belgique où il y a énormément de structures intermédiaires qui n'ont pas été conviées ni dans la construction de la décision, ni dans la mise en œuvre de la décision, de voir qu'au niveau local, il y a eu énormément d'activités menées volontairement par des associations et par des personnes, parfois même issues des administrations, souvent à titre individuel, et qui ont été vers ces populations et qui ont fait vraiment énormément de choses. Donc, on n'a pas vu parmi cette population quelque chose de neuf ou qui a changé. Par contre, parmi les structures, parmi les institutions et parmi les associations qui travaillent dans le domaine de la santé et du social, on a vu vraiment énormément d'initiatives très novatrices. Je voudrais juste en citer une. C'est depuis des années sur les sans-abri, on dit que ça ne sert à rien de faire que de l'abri de nuit.
il faut faire du soutien continu. Elles ont ouvert les abris de nuit, mais les personnes étaient dans ces lieux pendant 24 heures de manière consécutive. C'est-à-dire que le travail social a pu se faire, que des associations qui étaient très séparées, qui étaient fortement en concurrence, se sont mis ensemble et ont permis de trouver des solutions pour ces personnes. Même chose, c'est l'utilisation des hôtels qui étaient vidés de leurs clients, ont été utilisés en particulier pour des femmes, notamment des femmes qui étaient en situation de violence conjugale et qui se sont retrouvées dans ces espaces-là, alors même qu'il y avait saturation du secteur. Voilà, je dirais que les innovations, elles sont venues surtout des acteurs, je dirais, de terrain ou intermédiaires qui sont venus avec des solutions et dont l'objectif important aujourd'hui, c'est de tenter de pérenniser ces pratiques qui ont été produites au cours de cette période. Je pense qu'on a eu ça aussi ici, l'occupation des hôtels par les sans-abri, puis ça, c'était une première. Et on a eu aussi, avant, tous les soins étaient conditionnés à la carte d'assurance maladie, là, sauf un programme pour les réfugiés. Et on a eu pour la première fois, là, on l'avait eu pour la vaccination, mais la possibilité de se faire traiter, même si on n'avait pas, d'avoir accès aux soins pour la COVID. Ça, je pense que c'est un précédent. Il est 12h02. Je vais essayer peut-être de prendre une dernière question. Écoute, il y a tellement de compliments que je cherche les questions à travers les compliments. Une dernière. Avez-vous vu des inégalités de santé liées à la COVID chez les Belges racialisés nés en Belgique? Donc, parmi les Belges racialisés, c'est ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont dans les quartiers plus densément peuplés, où le nombre de personnes est plus important et qui sont souvent au travail, et avec une dynamique familiale plus importante, c'est-à-dire où les liens sociaux de famille sont importants, où des familles se rencontrent parce que c'est important de se rencontrer. Je rappelle même que pendant la période du Ramadan, où normalement on devait rester chez soi, et ce qui a été fait pour une part, mais il y a eu quand même des rencontres parce que, encore une fois, il y a quand même cette importance quand même de certains rites familiaux et sociaux que même, je dirais, les questions sanitaires ou les interdits sanitaires ne peuvent pas rendre impossible. Parce qu'encore une fois, les obligations morales, c'est quelque chose qui est important pour certaines populations. Et pour le coup, ce n'est pas nécessairement que les populations qui sont belges, racisées ou d'origine étrangère. Je te remercie beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Tout le monde a l'air d'être très satisfait. Il y avait une question que je pense qu'on pourra traiter dans quelques mois, Andrea, sur leçons apprises pour les interventions au niveau de l'État. Et je pense qu'on pourrait se refaire un autre séminaire avec peut-être encore plus de place pour les interventions de l'auditoire qui ont une bonne expérience. Je pense que c'est difficile de se laisser, alors il faut se laisser sur un au revoir. Un au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, bonne fin de journée. On vous fera savoir quand l'enregistrement Zoom sera sur le site du Centre Léa Robert. Merci. Merci à tout le monde, puis à bientôt.